montrer le travail, mais naturellement, ça pose plus de questions que ça amène de solutions. Hein. Par exemple, voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis bonjour à tout le monde et à chacune et à chacun, comme un autre raconte, mais ça, j'y peux rien. Il est plus jeune que moi, donc voilà. C'est pas trop dur au mois de mai de se réveiller le samedi pour aller s'imbiber d'un laïus qui quand même, et vous verrez, il faut un peu s'accrocher, avec le souci de se hisser à la hauteur de l'enjeu. Donc je ne cherche pas forcément à faire simple, mais à essayer d'être à la hauteur des questions qu'on aborde. Et quand on parle de structure, ça n'a rien d'évident, malgré l'habitude d'en parler. Voilà. Donc merci, et vous m'êtes très réconfortant d'être là, parce que ça ne vous étonnera pas de m'entendre dire que quand je me lève, je n'ai aucune envie d'aller raconter des trucs. Voilà. Et ce que je pense, c'est que un peu toute la perspective de ce que je voudrais vous raconter cette année, je m'aperçois petit à petit qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Plus ça va, plus il y a des trucs qui me viennent. Donc on est parti pour se revoir un certain nombre de fois. Surtout que j'ai besoin de personnes qui s'engagent et où on fait un petit peu travail commun. Je pense que la réussite de ce travail-là dépend de l'engagement des uns et des autres. Voilà. Alors bien évidemment, dans ma tête, un séminaire c'est ouvert à tout le monde, parce que n'y a-t-il pas moment plus fécond normalement que les moments où on se transforme en chercheur de soi-même, hein, et que c'est justement dans ces moments de révélation qu'on a quelque chance de retrouver l'intelligence de nos vertes années. Hein. Voilà, donc voilà. Mais j'insiste quand même sur la prise de risque que ça représente que de m'avancer ce matin devant vous. Hein. Voilà. Je voudrais dire aussi une chose, parce que on y reviendra, mais j'ai été sensible aux questions qui ont été amenées à la fin de l'exposé la dernière fois. Je ne les oublie pas, hein, rassurez-vous. Mais bon, elles viendront au fur et à mesure. Il y a une chose quand même qui est tout à fait évidente, puisque j'en ai touché un mot, c'est l'idée de la supposition ou pas d'un appareil psychique. Hein, vous avez vu dont la fonction serait d'articuler un petit peu ce qui, pour tout un groupe de penseurs, évidemment, Martine Paget s'inscrit dans ce courant de penseurs, d'ailleurs, de cette époque-là, c'est très daté aussi. Donc, la supposition d'un appareil psychique comme ce qui articule nature et culture. De la supposition ou pas de cet appareil psychique dépend la possibilité ou pas d'une théorie générale du fonctionnement humain. Hein, voilà. Si on ne retient pas cette supposition de l'appareil psychique, rien ne tient. Donc évidemment, ça posera plein de problèmes, parce que quand on va ouvrir des institutions avec d'autres dans le champ de la santé ou de l'aide, effectivement, la question se posera de savoir avec qui on s'allie. Forcément. Hein, parce qu'actuellement, quand on parle avec des professionnels qui, évidemment, ne se sont pas choisis, c'est souvent pas très simple. Voilà. Donc l'appareil psychique, dans mon propos, est supposé. Hein, voilà. Nous y reviendrons. Je vous décline un peu le plan actuel d'aujourd'hui. Hein. Donc je vais donner quelques définitions. On évoquera de quelques mots les rapports entre le structuralisme et la phénoménologie, qui sont, puisque à chaque fois on fait retour, d'ailleurs j'ai remarqué, la notion de métonymie et de métaphore, la question de la structure ou comme réalité ontologique ou comme modèle opératoire, c'est évidemment un débat de fond, ça pour le coup. Et je pense qu'au fond de nous-mêmes,
certains sont en questionnement vis-à-vis d'une démarche structurale parce qu'on craint que ce soit une sorte de mise en religion. Et c'est vrai que quand on regarde de près la méthodologie de quelqu'un comme Lévi-Strauss, on s'aperçoit que il est peut-être passé, c'est en tout cas l'hypothèse de quelqu'un dont je vous recommande chaudement la lecture, La structure absente d'Eco. Il est passé d'un modèle opératoire à la structure objective. Bon, j'insiste sur ce livre d'Umberto Eco. Il a quand même un certain âge, on était encore très jeune à l'époque, mais à relire maintenant, vous verrez, il se lit avec une facilité déconcertante. Voilà. Alors, il y a la question aussi d'un abord génératif de Noam Chomsky, dont on ne peut pas complètement faire l'impasse si on veut traiter cette question de la structure. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un truc qui peut-être mais tout à fait important, moi, ce qui est la question de l'intentionnalité. C'est une notion qui pour moi n'est pas du tout évidente, cette question de l'intentionnalité. C'est pour ça, évidemment, je fais appel aussi à certains d'entre vous, si là-dessus vous avez des billes. Voilà. Après, évidemment, on essaiera de dire quelques mots de l'esprit humain et des lois inconscientes de l'esprit. Les universaux du langage, Lévi-Strauss et l'essai sur le don. Donc toute la dernière partie sera beaucoup plus d'évidence pour ça, beaucoup d'entre nous. Lévi-Strauss-Lacan et la primauté du symbolique. Le phallus et l'impasse théorique qui a complètement plongé, malgré ce qu'en dit M. Zafiropoulos, d'après ce que j'ai cru lire dans son dernier livre, que la révolution du phallisme n'a fait que de plonger définitivement la psychanalyse lacanienne du côté de la mythologie. C'est mon point de vue, mais je l'argumenterai bien évidemment. Et puis quelques idées intéressantes sur le sacrifice fait aux dieux ou le sens de l'échange. Voilà. Bon, je voulais vous parler du plan général de l'année, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais si je le développe, je vais y passer un certain temps. Donc j'hésite beaucoup. Voilà. Parce que d'un rendez-vous à l'autre, je travaille beaucoup tout de suite. Voilà. Ça m'occupe, je trouve que ça rend la vie intéressante, ça me la rend supportable, en tout cas à moi, et voilà, ça l'ouvre, quoi. Ça l'ouvre. Donc il y a beaucoup de choses à vous raconter, et on ira évidemment du côté des mythes, parce qu'on a dit que c'était vraiment une question très importante. On ira aussi du côté des mythes en santé, je ne sais pas, mais on s'intéressera par exemple à des travaux analytiques sur la critique de Lévi-Strauss vis-à-vis de Totem et Tabou et de la psychanalyse freudienne en général, quelle est la nature et la portée de ces critiques. On s'intéressera par exemple à propos de la conférence de Lacan au Collège de philosophie sur le mythe individuel du névrosé, à propos de l'homorat. Et on verra comment un retour sur le mythe individuel du névrosé pose une autre question qui est la question du père, qui est évidemment comment on appelle ça, ce qu'on traîne avec soi, mais malheureusement le boulet, je dirais, de la psychanalyse. Voilà. Donc évidemment, la question qui sera après amenée sera la question de l'auto-organisation de l'appareil psychique, la société des envies et la place du père, parce que tout ça c'est évidemment connecté. Voilà, bon, on essaiera de travailler après sur l'esprit anthropologique, l'esprit de la psychiatrie, l'esprit de la psychothérapie, l'esprit de la psychanalyse éventuellement. Et puis le gros plat de résistance concernera la question de l'ontogénèse. Récapitule-t-elle la phylogénèse? Question, on verra la position de Freud, on verra la position de personnes extrêmement intéressantes que sont les paléo-anthropologues, qui évidemment déplacent complètement le questionnement sur les rapports entre phylogénèse et ontogénèse, et qui ont la question. C'est vraiment des mecs qui ont pris, voilà, c'est des gens qui sont à l'époque de
physiques et qui ont une longue vue, quoi. Et c'est évidemment, il y a des choses d'évidence qui apparaissent concernant l'autogénèse à partir de la phylogénèse. Et puis, je trouve qu'il y a une question très importante, je ne vous dis pas tout, hein, parce que j'ai pas le temps, c'est qu'il y a des questions où la science humaine a été trop marquée par le sexisme. Et par la notion de race, mais aussi par la notion d'une préférence faite au mâle. Hein. Dans l'échelle animale ou l'échelle humaine, on verra de plus près de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ça a beaucoup orienté la recherche scientifique. Alors évidemment, il y a eu des égéries dans ce domaine, comme Madame de Gouges, mais qui était évidemment, vous verrez, c'est quelqu'un de fabuleux quant à la préfiguration de ce qu'elle proposait quand même. Un contrat annuel reconductible, c'est pas si grand que ça. Voilà. Et puis, comme je suis curieux, je ne sais pas faire autrement, je suis retombé sur le bouquin d'Elisabeth Badinter, L'un et l'autre, L'un est l'autre, et qui traite des relations entre hommes et femmes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, elles ne sont pas si faciles que ça. Peut-être qu'elles ne l'ont jamais été, mais quand c'était institué, c'était quand même plus simple. Donc les femmes ont dit leurs mots, les hommes ne l'ont pas beaucoup dit jusqu'à présent. Donc on est face à un mutisme ou à un silence face à des passages à l'acte. Hein. Donc évidemment, ça va nous ramener du côté du point de vue analytique, de la passion, de l'amour ou de la sexualité. Voilà. Bon, à partir de là, on verra si on peut s'orienter vers une métapsychologie. De quelle métapsychologie on pourrait s'approcher. D'une métapsychologie plus ou moins objectivable, hein, grâce au recul qu'on aura pris, mais avec quel postulat. Voilà. Et puis, on parlera aussi de choses qui me passionnent, qui sont à la recherche de nos origines. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a 1,5 million d'années, il y avait déjà des hommes qui se redressaient. Voilà. Et qui, quand même... de voir comment quand on n'est pas dans des démarches structurales trop dogmatiques, petit à petit, comment tout ça s'est mis en place, c'est quelque chose de fabuleux. De ce qu'on en sait aujourd'hui, mais après tout, même si c'est un côté mythologique, c'est un très beau récit. Voilà. Après, on parlera un peu, si on a le temps, ou quand on aura le temps, de l'humanisme en jeu, dans des domaines différents comme la position du psychiatre, du psychothérapeute, du psychothérapeute, et de ce qu'on prête à l'esprit de l'acte analytique. Et puis, naturellement, puisque c'est quand même le sujet, de l'esprit possible d'une politique de santé, nous y viendrons. Mais on a le temps, Voilà. Voilà. Après, j'avais pensé de vous parler un peu de quel universel humain les droits de l'homme relèvent-ils. Bon, enfin, ça me paraît des questions un petit peu intéressantes, mais secondes. Voilà, donc allons-y, accrochez-vous, parce que le début est un peu, de mon point de vue, quelquefois un petit peu, c'est comme on veut, aride. Si on aime l'abstraction, on est ravi. Si on aime se complaire dans le récit des choses, c'est plus chiant. Voilà. Donc vous avez lu peut-être certaines mon argument, l'argument que j'avais envoyé samedi dernier, je ne sais pas, à vous, j'imagine. Hein, voilà. D'accord. Bon, j'étais pas trop long à vous répondre. Non, ça a été. Bon, ça a été un petit peu... Bon, c'est comme ça, l'organisation est complexe. Donc, à cet argument concernant la définition de la structure, parce que ça contenait déjà une définition de la structure, que je définissais, que j'ai défini grâce à Lévi-Strauss, et un livre dont je vous recommande la lecture parce qu'il est simple. Il s'agit d'un livre de fin de vie, donc on est revenu sur beaucoup de ces idées toutes faites. Et en plus, c'est un livre d'entretien entre Didier Ribon, je crois que c'est Didier, oui. et lui. Donc, intéressant, assez simple et qui donne des idées. Voilà. Donc, je disais dans cette... C'est quoi le titre ? C'est De près et de loin. C'est Odile Jacob. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder la structure
en tant que système. Parce que j'ai cru comprendre dans nos différents échanges que quelquefois, dans notre tête, c'est un peu opposé. Et alors, qu'il est impossible de concevoir séparé de la notion de transformation. Voilà. Ça, et alors, j'ajoute, la structure, ajoute Lévi-Strauss, ne se réduit pas au système, qui est un ensemble composé d'éléments et des relations qui les unissent. Pour qu'on puisse parler de structure, il faut, ajoute Lévi-Strauss, qu'entre les éléments et les relations de plusieurs ensembles apparaissent des rapports invariants. Voilà, c'est ça un peu qui définit cette notion, hein, c'est d'établir les relations entre les éléments des rapports qu'on puisse dire invariants. Et tel qu'on puisse passer d'un ensemble à l'autre au moyen de transformation. C'est pour ça que la notion de transformation est tout à fait essentielle quand on parle dans l'analyse des mythes, mais je dirais aussi bien dans l'analyse des rêves. Donc c'est pour ça, ne croyez pas que c'est pas intéressant pour des psychés de la pratique individuelle. Donc c'était une véritable odyssée, hein. C'est pour ça que je me suis autorisé à ce terme d'odyssée. Donc le début est aride, je vous le dis. Donc essayez simplement d'avoir l'esprit flottant, et puis vous verrez bien si ça vous intéresse d'y revenir de votre côté. C'est un petit peu, c'est un apéritif, enfin, si l'on veut, quelquefois au goût d'amertume. Donc la notion de structure dans les sciences humaines n'est pas séparable de celle de système, hein, elle-même corrélative de celle de modèle. Donc voilà, hein, quand on parle de modèle, en fait, on parle de structure ou de système. Hein, voilà. La cybernétique, avec l'apparition de la théorie des systèmes, permet, avec les modèles mathématiques, de traiter des systèmes dans un langage scientifique, c'est-à-dire comme une totalité dont les éléments sont interdépendants. Bon, très bien. Je dirais que l'extension de la notion de structure dans les sciences humaines, doit beaucoup à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, parce que moi j'en avais entendu parler à l'époque où je faisais des études de sciences humaines, j'étais encore à Paris, donc ça fait pas mal de temps, des gens comme Talcott Parsons. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un mec comme ça? Non, vous voyez, donc je pense que c'est quelqu'un qui est complètement passé. Bon, mais c'est quelqu'un qui a vraiment initié ce genre de choses du point de vue des sciences sociales. Et puis bien sûr des gens beaucoup plus près de nous, parce que ça a été repris par comment on appelle ça, des médiateurs de publicité, là, de communication, des acteurs de communication, tels que Jacobson pour la phonologie structurale. Donc la phonologie étant l'étude des rapports entre le son et le sens. Hein, et naturellement Lévi-Strauss en langue française pour l'anthropologie. Donc l'idée à retenir, on va faire simple quand même, c'est que la structure est d'abord une hypothèse méthodologique. Voilà, une méthode. Tout particulièrement quand on parle de sémiotique ou de sémiologie ou d'étude du signe. Donc, je donne un exemple de sémiologie. La sémiologie médicale, qui est le modèle scientifique par excellence, qui nous permettrait de soigner une population avec un minimum de prix et un maximum de bons résultats. Donc la sémiologie, c'est quoi? La sémiologie, ça veut dire d'abord prendre la peine d'écouter les gens qui viennent. Après, ça veut dire évoquer avec eux, ça s'appelle dans le jargon un interrogatoire, parce qu'évidemment, les médecins, du point de vue scientifique, s'y croient un peu, donc on interroge, mais ce qui est normal aussi, on s'informe quand même, de la nature d'abord de la plainte, hein, des signes subjectifs ou des signes objectifs qu'on décrit, hein, c'est tout le boulot de l'externat, d'ailleurs, quand on commence à apprendre la médecine. Et à la suite de ça, on fait un examen dit objectif. Donc on va faire de l'inspection, de la palpation, de la percussion, on va prendre son machin, là, écouter le cœur et le poumon, et on va faire un bilan. Hein. Après ce bilan, on va essayer de voir quels sont le contexte, qu'est-ce qu'on peut faire, donc de voir un pronostic relatif, et surtout définir une position de prescription. Hein, comment on fait, comment on s'y prend.
Voilà, c'est quelque chose d'éminemment fiable, qui marche très bien, mais évidemment qui a l'air de la technoscience ne suffit plus. Et c'est vrai que la technoscience a développé quand même des moyens d'investigation sans commune mesure. Le problème, c'est qu'on a dévalorisé l'un pour l'autre. Ceci dit, je pense qu'un centre de médecins généralistes sont conscients du problème et vont revenir vers des pratiques comme celle-là de plus en plus. Donc, c'est d'abord alors la sémiotique ou l'étude du signe, c'est les rapports entre le signifiant et le signifié, entre le son et le sens, entre ce qui n'a aucun sens, qui est le signifiant, qui n'est pas là pour ça, et le signifié qui donne des systèmes de signification. Donc c'est tout ce truc-là. La sémiotique, c'est la science de tout ça. C'est ensuite un courant de pensée. Alors on a dit que c'était une hypothèse méthodologique, c'est aussi un courant de pensée florissant dans les années 60, qui a probablement dévié vers une vision du monde, ou une philosophie quand ce n'est pas une mystique ou une religion. Il faut dire qu'en 1960, on est encore très religieux en France, en Europe. Donc les gens des sciences humaines, notamment structuralistes, qui avaient déjà proféré la mort de l'homme, à leur manière, sans avoir idée de la paléoanthropologie, faisaient quand même figure de provocateurs un peu. Donc c'est des mecs qui aimaient bien en rajouter en plus là-dessus. Voilà. Mais ils avaient encore du mal à faire parce qu'on était quand même tous sacrément teintés de culture religieuse. Alors, s'il fallait donner le nom de structure à toute conception d'un arrangement interne de la langue, la notion de signe est présente à l'orée de la pensée occidentale. C'est pour faire bien, c'est le début d'un truc, donc de Platon à Aristote. De Platon ou d'Aristote. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus proche de nous, vous avez dû en entendre parler, qui n'a entendu parler au Moyen-Âge de la querelle des universaux. J'ai vu des cercles de sociétés savantes se passionner pendant de longs mois autour de la querelle des universaux. Bon, ils auraient peut-être pu parler un peu plus près de leur pratique, mais c'est ainsi. Mais quand on est une société savante, c'est une fin en soi. Mais c'est évidemment avec Saussure que la présupposition de la primauté des discours est le mythe philosophique le plus évident. Pourquoi je dis mythe ? C'est que, et ça c'est à mettre derrière l'oreille, quand on parle de discours, on parle de mythe. Voilà. Donc les gens qui parlent en termes de discours sont par définition mythologues. Donc pour Saussure, il n'y a pas de pensée avant le langage qui l'exprime, et la langue est structurée selon deux actes. À la contiguïté, c'est-à-dire la métonymie, à la similarité, la métaphore. On développera un tout petit peu ce truc-là tout à l'heure, mais plus c'est différent en méthode. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a souvent défini le désir inconscient comme étant de l'ordre de la métonymie, c'est qu'il ne cherche pas à être dans la similarité en continuité avec le reste. Il cherche au contraire à être le plus détaché, séparé du reste. Alors que dans l'idée de métaphore, il y a l'idée de substituer un terme par un autre sans beaucoup en changer éventuellement le sens, sinon le contexte. Alors, cette théorie donc vous avez vu quand même que c'est très intéressant, enfin évidemment on y passerait sa vie à éplucher des trucs comme ça, mais la pensée est un produit du langage, pour quelqu'un comme Saussure, ce qui ne va évidemment pas de soi, parce que la position la plus commune c'est de dire qu'on a besoin de mots pour exprimer ce qu'on pense, mais la pensée elle est avant le langage, vous voyez, donc voilà, une prise de position tout à fait intéressante. Alors, cette théorie du tenant-lieu, vous avez entendu à propos de métaphore, métonymie, tout ça, perpétuelle, doit beaucoup à l'observation par Freud de quelque chose d'assez princeps dont vous avez tous entendu parler, qui est l'observation par Freud de l'enfant à la bobine, lequel se montre capable de symboliser comme sujet, en une apparition phonématique A et O, le jeu de la présence-absence de la mère. Alors, moi, je dirais plus du tout ça comme ça. À l'époque de Freud, on était encore dans l'explication causaliste par les dysfonctionnements de la famille. Je pense que tout ça, il faut le revisiter complètement. Ça fera partie du projet de cette année. En plus, mais ce qui est vachement intéressant par contre, c'est que implicitement,
Freud a l'intuition de poser la question du sujet à partir de la vocalise primitive, c'est-à-dire quand l'enfant devient acteur. Hein. C'est pas quand il reçoit la bobine, c'est quand, à partir de là, il symbolise quelque chose. La vocalisation est donc ce qui est premier dans la constitution de la réalité psychique et de l'appareil psychique. Donc, il faut retenir ça, c'est tout à fait fondamental comme point de départ. Hein. On s'éloigne complètement de beaucoup de recherches là-dessus. Alors, il faut resituer effectivement le travail de Saussure pour rendre hommage précisément à l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, tant décriée aujourd'hui par plein de problèmes, parce que c'est vrai qu'ils font chier globalement, politiquement en tout cas, mais il faut reconnaître que c'est eux qui ont été à l'avant-garde, pas pour des raisons de hasard d'ailleurs, pour des problèmes de langue, de problématiques politiques et de migration. Hein. Donc l'école de Prague ont apporté à l'anthropologie, machin, là, le gars là, du sens et du son, Jacobson, c'est quelqu'un qui vient de là-bas. Hermès aussi, etc. Bon, donc tout ça, c'est ce qu'a irrigué la sémiologie, la sémiologie, les écoles sémiologiques françaises, comme aussi ce qui se passait à Vienne ou à Berlin. Hein. Alors, l'idée de la structure de Freud, c'est que c'est sans doute un système de relations applicable à des phénomènes différents, qu'on peut résumer ainsi. Dans la langue, il n'existe que des différences. Donc c'est assez... pour nous, ça, peut-être on ne va même pas y faire attention, c'est quand même pas rien. Quand on donne du sens à tout, dans un siècle religieux, de dire dans la langue, il n'existe que des différences, à l'exclusion de tout sens. Bon, vous avez ça dans son cours, page 166, mais enfin bon, on s'en fout pour l'instant. Donc l'idée de structure, elle est valable lorsqu'elle est appliquée à des phénomènes divers afin d'y découvrir des invariants. Hein, retenons ça comme minimum vital. Bon, alors, est-ce que c'est utile de dire 3 mots sur la métaphore et la métonymie ? Comme on a beaucoup de choses à se dire, oui, bon. Oui, parce que bon, tant pis, on s'arrêtera quand on aura... Ça semble très péjoratif comme définition de la métaphore. Hein ? Ce qui a été dit me semble condamné à une forme de péjorativité, le mot de métaphore. Et moi, ça me choque dans la manière de penser. De façon de penser, oui. Bon, tu sais, vous savez, la pensée, ça se construit petit à petit, et puis on revient de beaucoup de choses. Lévi-Strauss, au début, il disait qu'en fait, on est parlé par la structure. Et puis donc il faisait comme si le chercheur n'avait surtout pas à faire état de sa subjectivité. Il était marxiste à l'origine, il en est revenu après. Et puis il a bien admis en fin de vie que ce qui était premier, c'était le choix par l'observateur des mythes dont il parle, et que tout est affaire de pif quand même, pour finir. Hein. Alors le pif, c'est pas si simple. Enfin, vous voyez. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut garder un sens très, très particulier à ce mot métaphore qui serait lié au structuralisme ? Qui est à décoller de l'acception plus courante. Alors, ce qui est probablement à décoller, c'est la position dualiste, qui consiste à opposer deux entités. Ça, je le crois tout à fait. Il faut qu'on arrive à penser au moins jusqu'à 3, et qu'on a du mal. C'est plus simple d'être dans le ou bien que dans le et, dans l'éjection, dans l'exclusion, que dans la conjonction. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait fondamental. On peut intervenir. On peut intervenir. Oui, si vous voulez. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Si on discute, on va pas avancer. Mais donc, je vous suggère qu'on se garde quelques minutes à la fin, parce que de toute façon, moi, ce que je trouverais bien, j'aurais l'impression de ne pas avoir trop vasé, c'est qu'à partir de là, ça donne des idées à certains d'entre vous pour amener d'autres élaborations. Hein, voilà. Bon, dire 2 mots, parce que c'est demandé, mais que dans l'idée de métaphore, on a donc un rapport de continuité ou de similitude.
C'est un procédé de création lexicale et linguistique. Métaphore veut dire transporter. Terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique, sans comparaison. Ce qui évidemment, quand on est dans l'analogique, l'analogie se donne comme la proximité même, or c'est ce qui est le plus éloigné. Alors chez Lacan, le processus de substitution d'un signifiant à un autre fait que le premier signifiant devient refoulé. Et je pense qu'on peut peut-être trouver un exemple de métaphore, par exemple chez Freud, dans l'idée de familionnaire, par exemple, si on veut prendre un exemple. En tout cas, chez Freud, la métaphore, c'est de l'ordre de la condensation dans le rêve. Voilà. Par substitution, il faut peut-être retenir ce terme, la métaphore établit une parfaite identification entre les termes. Par exemple, l'hiver de la vie, brûler de désir, ou ne vois-tu pas que je brûle. Vous vous souvenez le rêve de... Bon, voilà. Voilà pour la métaphore. Mais tout ça, ça pourrait faire l'objet d'un travail, d'un groupe, d'un atelier. Donc, on ne fait que passer. On est là pour... on jardine, on plante. La métonymie, c'est ce qui vient à la place d'un nom. Donc, c'est un rapport de discontinuité et de contiguïté. C'est un phénomène par lequel un concept est désigné par un terme désignant un autre concept qui lui est relié par une relation nécessaire. Chez Freud, ça correspond assez exactement au déplacement dans le rêve. Voilà, métonymie égale déplacement dans le rêve. À la métonymie, quelque chose dont vous entendez souvent parler, et qu'on oublie assez vite dans ce que ça indique, qui est la synecdoque, qui est une forme de métonymie, qui est une variété de métonymie, la synecdoque, qui consiste à élargir ou restreindre le contenu sémantique d'un mot. Par exemple, c'est l'exemple le plus célèbre, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de le redire, c'est dans le site, je crois, les 36 voiles, pour parler des flottes, d'une flotte ou de la flotte des navires. Voilà. Voilà, donc continuons. Je ne sais plus où on en est. Le langage, comme toute autre institution sociale, c'est déjà pas rien de dire ça. Le langage, c'est une institution sociale. Ce qui est très important pour la suite, puisque vous verrez que pour les travaux des structuralistes ou des gens comme Lévi-Strauss, le social et le langage sont la même chose. Donc c'est important, cette conception symbolique de la réalité. Donc, le langage, comme toute autre institution sociale, présuppose des fonctions mentales opérant au niveau inconscient, qu'on se mette en mesure d'atteindre par-delà la continuité des phénomènes, c'est-à-dire par des processus métaphoriques. Donc, on se met en mesure d'atteindre, par-delà ces processus-là, on atteint la discontinuité des principes organisationnels sous-jacents et qui sont les processus métonymiques. Donc vous avez vu que derrière les processus métaphoriques, ce qui est visé, c'est de voir quels sont les principes organisateurs de la structure et qui échappent normalement à la conscience du sujet, parlant ou pensant. C'est l'exemple même du désir inconscient. Alors, vous voulez reprendre ça? Oui, si vous voulez. Vous avez à fleur de peau les processus métaphoriques. Mais derrière ça, il y a les principes, les principes directeurs qui organisent ce fonctionnement superficiel de la langue. Autrement dit, c'est une langue à double structure, une structure superficielle et une structure profonde. Et ce qui est recherché dans l'analyse, par exemple, transformationnelle, c'est d'atteindre ces principes généraux de toute langue. C'est tout le travail d'un Chomsky, par exemple. Y a-t-il des lois universelles du langage? Voilà. C'est ça la question qui est posée. Alors, j'attire votre attention sur autre chose, parce que vous verrez que pour distinguer la démarche d'un Lacan
première mouture en tout cas, d'un démarche d'un Lévi-Strauss, c'est quelquefois très compliqué, parce qu'ils avaient exactement le même projet. Enfin, plus exactement, Lacan participait de très près aux travaux et à l'enseignement de Lévi-Strauss. Vous allez voir pourquoi. D'abord, pour eux, l'activité linguistique, mais ça c'est Jacobson, c'est des gens comme ça qui l'ont trouvé au début, comme le dit Jacobson, fonctionne sans se connaître. Hein. Trubetskoy, vous avez entendu ce nom, c'est quelqu'un qui vient de là-bas. Le phonème est une notion linguistique et non pas psychologique. Toute référence à la conscience linguistique doit être écartée en définissant le phonème. Ça n'a l'air de rien, mais tout de même. La résolution du phonème en éléments différentiels devait définitivement permettre, objectivement et sans aucune équivoque, d'écarter tout recours à la conscience des sujets parlants. Donc si vous êtes intéressé à essayer de mieux sentir, vous recouvrir de ce beau langage, vous trouverez ça par conséquent dans Jacobson, Si le son sur le son et le sens, c'est page 93. En 1942-43, alors évidemment on peut toujours se poser des questions, pourquoi c'est en 42-43 que les gens étaient à New York et faisaient de la linguistique? C'est ainsi. Donc Jacobson, la langue est l'unique système composé d'éléments qui sont en même temps signifiants et vides de signification. Vous voyez cette intuition, hein? La langue est l'unique système composé d'éléments qui sont en même temps signifiants, sans signifier, sans signification. Voilà. Ça a été d'ailleurs l'approche de Lévi-Strauss, et ça a été l'approche au début de Lacan, qui après s'est fourvoyé dans la création de ces 4 discours, où il est revenu complètement dans la mythologie, puisqu'il a donné un sens, le signifiant du père, enfin le signifiant de beaucoup de choses, qui a fait qu'il n'a pas tenu cette position. Que le signifiant, c'est pas quelque chose qui concerne le sens, c'est quelque chose qui concerne une chaîne de désir, on va dire chez nous. Voilà, pas plus, c'est tout. C'est intransitif, ça n'a pas d'objet. Et c'est une tension. C'est une tension qui vient exprimer sur le plan psychique ce qu'il en est de l'intentionnalité sur le plan organique, je dirais. Vous voyez, voilà. On ne naît jamais de rien. Hein. Alors, dans cet exemple de Jacobson, 2 codes sont ici en question. Le code biologique, donc ça me permet de vous dire aussi ce que c'est qu'un code, un code biologique et un code linguistique. Ce qui est intéressant, parce qu'on voit bien les 2 versants de la langue. Il y a un versant de la langue côté analyse linguistique, qui est l'analyse des mythes en particulier, et d'autre part, donc en direction du monde et de la société, même si pour certains le monde n'existe pas, mais tout de même, on ne fait que de parler de ça, et d'autre part, une fonction beaucoup plus centripète de la langue au lieu de l'organisme. Vous voyez, il y a toujours ces deux termes qui sont tenus ensemble. Par exemple, dans la langue courante, on va prendre un exemple. Le soleil est l'astre du jour. Est l'astre du jour. Pris en lui-même et pour lui-même, le mythème, c'est un terme de Lévi-Strauss pour désigner la plus petite unité différentielle, qui est un peu l'équivalent du phonème pour l'examen du discours, mais concernant l'analyse des mythes. Donc, le mythème soleil n'a aucun sens. Et ça, c'est important en mythe. Quand vous prenez un terme comme ça n'a aucun sens en soi. Ça peut consigner, je ne sais pas, quelqu'un qui a une face de soleil, ça peut être, mais on ne le sait pas. Ça peut désigner, je ne sais pas, une posture de beaucoup de choses, l'astre du jour. Je ne veux pas aller du côté grivois, bien sûr. Donc, selon les mythes qu'on choisit de considérer, il peut recouvrir des contenus d'idées les plus divers. Nul, en voyant apparaître le soleil dans un mythe, ne pourra préjuger de son individualité, de sa nature et de ses fonctions.
C'est seulement, dit encore Lévi-Strauss, en introduction au livre de Jacobson, des rapports de corrélation et d'opposition qu'il entretient au sein du mythe, avec d'autres mythèmes que peut se dégager une signification. Celle-ci n'appartient en propre à aucun mythème, elle résulte de leur combinaison. Bon, tout ça est une manière savante de dire des choses qui peuvent être peut-être dites de manière plus simple. C'est que les unités élémentaires d'un discours mythique consistent en mots et en phrases qui sont dépourvus de signification propre, mais permettent d'en produire. C'est-à-dire que pour un monsieur, un Mélanésien ou un chef d'une tribu en calédonien ou des trucs comme ça, quand il parle d'un mythe, quand il a le langage imagé, vous avez marqué poétique, c'est pas pour rien, il évoque des trucs, pour lui il sait très bien à quoi renvoie tel mot, le soleil est l'astre du jour. Vous ne savez pas, vous n'y comprenez rien. Voilà. Donc un mythe n'offre jamais à ceux qui l'écoutent une signification déterminée. Mais un mythe, c'est ce qui propose une grille, définit ça par ses règles de construction. Voilà. Et donc il faut être complètement locuteur de l'endroit, un homme de l'endroit, pour savoir à quoi le mythe renvoie, y compris aux images du monde. C'est bien pour ça qu'il y a eu tant de bagarres autour de la propriété, par exemple, puisque dans les sociétés non occidentales, la question de la propriété ne se pose pas du tout de la même manière, et généralement, c'est beaucoup plus la propriété des dieux, des ancêtres et de ces gens-là. Donc on leur doit plutôt le sacrifice que de se l'approprier. Mais cette discordance, son essence, n'est pas propre au mythe. L'exemple de la poésie est effectivement très parlant, comme tentative pour essayer de mettre ensemble signifiant et signifié. Probablement que le poète français le plus emblématique de ce côté-là reste Mallarmé. Voilà. Bon, j'essaie d'aller un peu vite là-dessus parce que je voudrais en venir. Alors, on va parler maintenant quelques mots sur les rapports entre le structuralisme et la phénoménologie. Puisque j'ai remarqué qu'à chaque fois, on évoque la phénoménologie. Ici se dégagent deux visions méthodologiques différentes où, à travers leurs identités apparentes, s'exaltent leurs différences. Prenons le structuraliste. Il cherche dans l'objet un système de relations, une structure, une forme, alors que le phénoménologue y cherche ce qu'Aristote appelle l'idée, un eidote, enfin peu importe, ce qui donne vie à l'objet. Pour le phénoménologue, on va dire que l'objet est la structure intelligible d'une substance. Donc il substantifie ce dont il parle, le phénoménologue. Alors que l'idée du structuraliste est produite à travers des abstractions successives et représente un appauvrissement de l'individuel et du concret, visant l'élaboration de modèles universels. Vous sentez, l'idée c'est d'homogénéiser le discours pour pouvoir rendre compte de phénomènes qui sont eux-mêmes très différents dans la position structurale. Alors que dans l'eidos, l'idée du phénoménologue, ce qui est en jeu, c'est de saisir le vécu, mais quand on essaie de le saisir, on est bien paumé souvent, en faisant place nette des catégories abstraites qui appauvrissent notre expérience du concret. Donc évidemment, on est toujours tiraillé entre appauvrir le concret ou le faire parler. Voilà. L'opposition entre structuralisme et phénoménologie se situe entre un univers de modèles abstraits et une exploration du concret. La phénoménologie part de l'expérience vécue et de l'évidence. Partant du concret, c'est sur le concret qu'elle doit fonder l'abstrait, ce qui est quand même compliqué. Parce que je ne vous dis pas tout ce que l'observateur va y mettre de ses postulats à lui.
Tandis que le structuralisme, de Lévi-Strauss en tout cas, cherche à éviter cette fondation, car si la dialectique est historico-temporelle pour lui, elle n'est pas scientifique. Si elle est scientifique, elle n'est pas historico-temporelle. Donc évidemment, poussé à l'extrême, vous avez chez ce chercheur une radicalité qui essaie d'avaler la question du temps. Le point de vue phénoménologique impliquerait pour Lévi-Strauss une continuité entre l'expérience vécue et la réalité objective. Prenons au début de ton travail une objectivité de l'observateur, sur lequel évidemment, ce qui était incroyable quand même. Comment, à l'époque, quand on voulait faire science, il fallait abstraire le sujet. Voilà. On en est quand même beaucoup revenu depuis quelques années. Voilà. Lévi-Strauss cherche les lois d'une pensée concrète, mais à travers une logique formelle. Voilà. Ça résume très bien sa démarche. Le problème, c'est que, du moins à l'époque, on le pensait, et c'est là où on va complètement se départir de ce positionnement, le sujet trouve des structures signifiantes qui le précèdent. Donc c'est un peu l'idée du furet. Je crois qu'à un moment ou à un autre, Lacan exprime. En fait, c'est toujours pareil, il y a un furet, l'effet de furet, ça serait le sujet, mais la structure est première. La chaîne des signifiants est première. Donc le sujet est un effet de signifiant. Définition impeccable de la structure et du sujet, sauf que, vous avez remarqué, ce sont des notions complètement vides. Voilà. C'est en ça qu'elles sont peut-être intéressantes. Voilà. En ayant recours à l'inconscient, Lévi-Strauss témoigne d'une pensée concrète, donc naturelle, pour décrire des conceptions culturelles, une retransformation de la culture en nature. C'est ça son projet. Et quelqu'un qui a très bien résumé, je trouve, cette question de la structure, c'est Jean Starobinski. Voilà ce qu'il en dit. Un système n'est pas constitué par la somme des parties. Le sens du tout est immanent dans chacun de ses éléments constitutifs. Vous entendez ? Dans chacun de ces éléments constitutifs. Celle-ci est l'intuition première du structuralisme. Je trouve que c'est très important. Et en plus, j'ajouterais, mais ça c'est pour la petite drôle, je vous cite une phrase qui a été dite par un des candidats à l'élection présidentielle, qui était une phrase structuraliste dans l'âme, qui m'a frappé. Il a dit, je ne vous dirai pas qui c'est, parce qu'après tout, je me suis appris à me méfier de parler politique en public, dans notre époque, ce qui est quand même bizarre, mais ce qui veut dire à quoi renvoie la politique. On y met beaucoup de nos États. Donc la France est dans le monde, et le monde est en France. Voilà, typiquement pour moi, une phrase structuraliste. Alors, venons-en maintenant à la question. Réalité ontologique ou modèle opératoire, la structure. C'est un tout petit peu compliqué. Parce que n'oubliez pas quand même quel était le premier travail de Lévi-Strauss. Le premier travail en 47, 8, 9, c'était de pondre un bouquin sur les structures élémentaires de la parenté comme explicitation de sa théorie linguistique qu'il venait de ramener de New York de Jacobson. Voilà, donc comment on passe d'une science linguistique aux structures élémentaires de la parenté, sachant que le modèle structural a pour fonction de ramener à un discours homogène des expériences différentes pour l'inscrire dans une logique rationnelle. Bon, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, donc peut-être ça commence à impacter un tout petit peu. En ce sens, le modèle se propose comme procédé opératoire, comme le seul moyen possible de réduire l'expérience vivante d'objets différents en un discours homogène. Voilà. C'est-à-dire, de toute façon, on aplatit quelque chose. Voilà. D'ailleurs, on le voit bien comme pour les gens qui font une analyse, c'est qu'on n'en a jamais fini de décrire l'expérience. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Moyen donc de ramener les phénomènes observés à un système de signes. Bon, signes, vous avez vu, c'est les rapports signifiants-signifiés. Outil de pensée utile permettant de décrire le langage comme étant une structure. Voilà, autre notion importante.
Le langage, c'est la structure. Descriptive en termes de rapport entre les parties qui le constituent, côté analytique, ou comme faisant partie d'une structure, côté synthétique, qui est plus large. Le problème débattu au Moyen-Âge, savoir si les notions de concept ou de classe dégagées par l'analyse résultent de la nature même de l'objet, c'est-à-dire le réalisme, ou si elles résultent de la méthode, nominalisme, est un problème épistémologique pour un mec qu'on a connu ici, qui s'appelait Emlev, mais je trouve imprononçable les mots de... Ouais, voilà. Alors, c'est vachement intéressant ça, parce que vous avez l'idée que quand vous utilisez une modélisation, par exemple, est-ce que cette modélisation vise à décrire le réel, dont je vous rappelle que pour moi, il est toujours voilé, donc inaccessible, ou bien vise-t-il à décrire les opérations avec vos outils pour décrire ces opérations. Donc est-ce que ça renvoie d'une certaine manière, et vous allez voir pourquoi, si ça renvoie aux outils que vous utilisez, in fine, c'est là où l'idée géniale de Lévi-Strauss, c'est, pour lui, ça renvoie aux propriétés de l'esprit humain, voilà, comme universel. Voilà. On va le définir de façon plus réaliste, plus détaillée, moins succinct. Donc, les modèles structuraux sont fixés par la méthode et pas forcément par l'objet. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de faire l'hypothèse de phénomènes qui s'attaquent à toutes les langues, par exemple pour les linguistes. Tant mieux si ça marche. Voilà. Cette approche a été celle de Chomsky, fondée sur la thèse des universaux du langage et sur l'admission de l'existence de prédispositions innées dans l'esprit de chaque sujet parlant. Alors, je vous ai amené là deux bouquins concernant ces questions. Il y en a un qui est Le langage et la pensée de Chomsky, qui est chez Payot en 2009. Je vais vous en dire 3 mots quand même, parce que Chomsky, il est un peu incontournable si on pose la question de la génération. Qu'est-ce qui a fait qu'un enfant, ça apprend à parler? C'est quand même une sacrée question. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant apprend à parler? Donc, voilà, j'y vais sacrifier un tout petit peu à cette question. Très brièvement. D'autant que quand on rentre dans le détail, c'est affreusement compliqué et je n'y comprends rien non plus. Voilà. Ce qui me rassure, c'est même Lévi-Strauss disait ça quand il était interrogé, c'est qu'il avait abandonné les études de linguistique parce que c'est beaucoup trop complexe, c'est pas notre boulot, quoi. C'est un boulot à part entière. Voilà. Donc, il y a 2 trucs très intéressants là-dedans. Le langage et la pensée, et puis il y a un bouquin de Yann Tattersall, qui est un paléoanthropologue, un des premiers, sur l'émergence de l'homme, folio ESS, c'est très intéressant. Alors, en gros, pour lui, pour Chomsky, je vous résume, peut-être est-ce que c'était un mauvais résumé, donc s'il y a oh, il est des années 80 par là, hein, c'est marqué là-dessus d'ailleurs. Vous l'aurez 2003, oui, on est à peu près. Oui, c'est pas vieux. Donc, la première idée de Chomsky, c'est que le langage est une activité créatrice. Voilà, et que cette activité créatrice est propre à l'expérience des hommes. Voilà. Donc, il dit que l'homme passe son temps à créer des expressions linguistiques nouvelles, mais pertinentes, et que c'est le mode normal d'utilisation du langage. Alors, il associe naturellement, il n'est pas parti de rien, il associe poétique et imagination créative, et il pose la langue comme le médium de la poésie. Chaque création sert de base à un nouvel acte créatif. Donc on va de création en création dans l'optique de Chomsky. Les mécanismes qui rendent possible cette utilisation créatrice du langage comme instrument de pensée et d'expression libre
sont les tentatives de formulation des principes d'organisation du langage. Alors, pour Chomsky, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il était complètement dans ce moment scientifico-culturel de l'époque. Sont donc les tentatives de formulation des principes d'organisation du langage, reflets universels pour Chomsky des propriétés de l'esprit. C'est le même type de positionnement que celui de Lévi-Strauss. Donc la théorie de la grammaire générative et transformationnelle, dont je crois que le plus pur représentant, qui était un homme bien dont on a peu parlé, je suis très étonné de ça, il me semble que c'était Martinet. Voilà. Rend compte en partie des processus à l'œuvre et des structures de parenté du langage humain. Une personne qui connaît la langue n'a évidemment pas conscience d'en maîtriser les règles, mais la mise à jour des règles et de ses principes est un problème typiquement scientifique quant à la relation son et sens. Voilà un peu la position de Chomsky. Donc, on cherche à déterminer les règles, c'est ce qu'on avait dit il y a quelques minutes à propos d'autres choses, mais en structure plus profonde, on cherche à en établir les principes qui gouvernent la formation de tels systèmes de règles pour n'importe quelle langue humaine. Donc, on passe de l'étude d'une langue particulière à l'étude des langues en général. C'est ça l'ambition, excusez du peu, de quelqu'un comme Chomsky. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fini par arriver sur un aveu d'ignorance totale, ce qui est quand même très bien, car en référer à la génétique pour expliquer les propriétés du langage, c'est toujours intéressant. Alors, voilà. Bon. Écoutez, je passe extrêmement vite là-dessus. Donc pour lui, la capacité humaine reste un mystère complet, mais constitue le grand saut en avant de l'évolution, qui, suivant cela le paléoanthropologue Jan Tattersall, pour qui cette aptitude au langage articulé est le résultat d'un événement génétique qui reconfigure le cerveau. Donc c'est à la fois une explication essentiellement biologique, entraînant l'origine du langage humain, doté de cette riche syntaxe qui fournit une multitude de modes d'expression de la pensée, prérequis au développement social, déclenchant le départ d'Afrique. Donc j'ai l'air de passer comme ça à côté. En fait, c'est ça l'intérêt pour Chomsky, c'est que c'est ce développement du cerveau qui a complètement modifié les rapports, le rapport de la vie des anciens hommes, de nos prédécesseurs sur Terre, qui a fait qu'ils ont organisé une vie sociale, une vie culturelle, et comme l'homme, finalement, est quand même un migrant permanent, perpétuel, il faudrait s'en souvenir à notre époque, c'est ça qui a permis son déplacement sur Terre. Il est allé voir ailleurs, puisqu'il n'était pas tributaire d'un biotope particulier, il est allé voir ailleurs. Après, c'est une aventure très compliquée, très intéressante, passionnante, même, sur laquelle on sait encore peu de choses. Donc pour lui, pour Tattersall, mais repris par Chomsky, le langage est un synonyme de la pensée symbolique. Dès lors qu'il y a langage, il y a pensée symbolique. Donc vous voyez que l'invention de la grammaire, c'est pas la syntaxe qui est importante. La syntaxe, c'est des mots qui permettent d'indiquer son chemin, ou de demander. Ce qui est important, c'est la grammaire, qui est un procédé qui permet de calculer, de prendre comment on dit, qui devient un système extraordinairement performant. Voilà, qui permet de ne pas compter à l'unité, en quelque sorte. Et François Jacob, qui était loin d'être con, je trouve, avait bien noté dès 1974 que le rôle du langage comme système de communication entre les individus n'était advenu qu'en second lieu. Donc c'est pas pour des raisons de commerce ou d'échange que les premiers hommes ont accédé à cette qualité du langage symbolique. C'était lié à des propriétés même du cerveau et des formes de vie que ça a modifiées. Après la mise debout, après avoir quitté un peu les forêts, s'être approché des plaines et tout ça, avoir fabriqué des outils et plein de choses.
Donc, je trouve que cette réflexion de Jacob est tout à fait remarquable. Hein, parce que c'est là où on se gourre tout le temps. On pense que les hommes ont fait du commerce toute leur vie. C'est pas vrai. Leur problème, ils ont été mus par une structuration personnelle qui ont développé des aptitudes, notamment au langage. Voilà. Ça me paraît merci Jacob, c'est quand même futé. Voilà. Et alors, évidemment, ce qui fait que la production du langage est fondamentale, c'est qu'elle permet d'infinies combinaisons de symboles et en conséquence une création mentale de mondes possibles, idée qu'on avait déjà dans la tête il y a 2-3 siècles, hein, mais qui a été maintenant actée. Voilà. Donc en gros, on a une dotation génétique qui fournit un format au système de règles. Et il y a des contraintes multiples qui fait qu'on n'a pas trop de choix dans l'adaptation. J'ai pas le temps du tout d'inciter là-dessus, il faudrait le développer. Disons pour finir, voilà. Si le langage est un système qui lie le son et le sens, les expressions générées par une langue doivent satisfaire aux conditions imposées par le système sensiro-moteur, phonatoire, notre corps, et par le système conceptuel intentionnel qui entre en jeu tant dans les capacités intellectuelles humaines que dans la variété des actes de parole. Donc c'est ce terme d'intentionnalité qui m'a retenu dans tout ce long développement concernant Chomsky. Voilà. Parce que c'est, je trouve, une notion compliquée. Alors, la méthodologie de Lévi-Strauss. Du modèle opératoire à la structure objective. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1960, Lévi-Strauss déduit un structuralisme ontologique d'un structuralisme méthodologique. Bon, voilà. Un exemple. Une hache de pierre, dont il parle dans son discours, devient un signe dans un contexte où une autre société emploierait un autre outil. Pas un marteau, un truc comme ça, dans le même but. Sa signification est donc positionnelle et différentielle. Elle différencie des mythes et des cultures différentes. Elle est positionnelle parce qu'elle positionne une culture donnée. La nature symbolique de son objet l'amène à décrire des systèmes de signes en lui substituant des modèles. C'est-à-dire des systèmes de symboles qui sauvegardent les propriétés caractéristiques de l'expérience, mais qui, à la différence de l'expérience, nous avons le pouvoir de manipuler. Donc c'est ça l'enjeu de l'analyse structurale, c'est de pouvoir manipuler des systèmes de symboles. L'esprit du chercheur, qui s'est laissé modeler par l'expérience, devient le théâtre des opérations mentales qui transforment l'expérience en modèle. Donc soyons des théâtreux dans notre vie. Acceptons que nous soyons le lieu, le siège, où se font les opérations mentales qui transforment l'expérience en modèle. C'est une idée quand même fort astucieuse. Voilà. Donc l'étude des transformations, pour le dire vite, c'est de trouver des propriétés similaires dans des systèmes divers. Mais c'est très déterministe. C'est très déterministe. C'est apparemment déterministe, en fait ça échappe complètement au déterminisme. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit que Lévi-Strauss était assez déterministe, oui, mais beaucoup trop, puisque pour lui tout ça s'est mis à exister d'un seul coup, etc. Tout ça on n'en est plus là, c'est pas validé du tout par le travail actuel. Bon, voilà. Lui, par exemple, Lévi-Strauss, il postule l'existence d'un système des systèmes dans la transposition des modèles d'un système à un autre, c'est-à-dire des systèmes de transformation. Donc, il passe ainsi d'un code linguistique à un code de la parenté. Comment il a fait pour passer d'un système de règles qui permet l'articulation des échanges parentaux en tant que manière de la communication. C'était ça qu'il a essayé de démontrer dans les structures élémentaires de la parenté. Donc son idée, son postulat de base était qu'il doit exister un système de règles qui fixe l'équivalence entre le signe linguistique et le signe parental, équivalence formelle.
C'est comme ça n'a aucun contenu. Hein. C'est comme ça, point. Il ne faut pas réfléchir. C'est pour ça que c'est pas plus déterminisme que ça. Voilà. Parce qu'il y a pas, c'est pas par rapport à un contenu. C'est pas par On n'est rapport pas à dans, il démonte le complexe d'Oedipe, justement. Voilà. On n'est pas dans le sens, on est dans le processus interdit-prescription. Voilà. Ça ne dit rien de ce à quoi ça aboutit. Oui, mais il n'y a pas que le complexe d'Oedipe. Hein. Non, mais c'est dans les structures élémentaires de la parenté, c'est ce dont il parle. Il aborde cette question des conditions du mariage. Voilà, mais je serais incliné à aller dans l'autre sens pour ce qu'il en est de ce qu'il a postulé concernant l'existence de mécanismes universels de la pensée et donc l'universalité de la nature humaine. C'est-à-dire, il est passé d'une conception opératoire à une conception que certains, comme c'est le cas d'Eco d'ailleurs, jugent plutôt un peu plus substantialiste. C'est comme c'était la réalité des choses. Voilà. Alors que c'est formel, voilà, comme le rappelle Catherine. Voilà. Donc c'est la grosse critique que fait Umberto Eco au modèle de Lévi-Strauss. Vous avez ça dans la structure absente, page 340. Ceci dit, Lévi-Strauss, qui avait quand même des biscuits avec lui, répond à cette objection, que tout code est transformable en un autre code, puisqu'ils se réfèrent tous, et c'est là évidemment où on ne peut pas le suivre, ils se réfèrent tous à un ur-code, c'est-à-dire un code premier, à une structure des structures qui s'identifie aux mécanismes mentaux universels, à l'esprit, à l'inconscient collectif. Hein. Donc, finalement, quand on monte de code en code, de transformation en transformation, vers un code premier, on aboutit sur l'idée d'un inconscient collectif qui serait une sorte de présence d'une pensée objectivable. Voilà. Je vous la résume en la déformant forcément un peu. C'est ça qui est discutable dans son truc. Voilà. Alors, pour enfoncer le clou, je vais vous parler un tout petit peu de l'esprit humain et des lois inconscientes de l'esprit. On ne sait plus très bien s'il est anthropologue ou psychanalyste, Lévi-Strauss, vous allez voir. Mais ce qui veut dire que d'autres y croient aussi. Ils savent plus très bien s'ils sont psychanalystes ou anthropologues. Donc, langue et culture sont deux modalités pour lui parallèles de l'esprit humain. Ce qui est ici postulé est l'identité des lois du monde et celle de la pensée. L'étude des mythes et de leur transformation d'un mythe à l'autre démontre comment les chemins fondamentaux de la pensée sont à nouveau parcourus, et ce faisant, les mythes répètent la même histoire, et retenez ça, cette histoire est la narration des lois de l'esprit. Voilà, la définition des mythes. Il raconte une histoire et cette histoire est la narration des lois de l'esprit. Ce n'est pas l'homme qui pense les mythes, on y reviendra une autre fois. Les mythes se pensent dans les hommes. C'est dans Le Cru et le Cuit, vous trouverez ça si ça intéresse. Mieux, dans le jeu des transformations réciproques possibles, les mythes se pensent entre eux. Donc vous voyez, c'était une époque quand même où si on pouvait virer la question du sujet, on ne se privait pas. Hein. Donc c'est au moins une constante de cette époque de pensée. Les mythes, dit-il aussi dans Le Cru et le Cuit, les mythes signifient l'esprit qui les élabore. Expliquer, c'est très intelligent. C'est un peu compliqué, mais c'est très intelligent. Les mythes signifient l'esprit qui les élabore, hein, puisque c'est des reflets de l'esprit, au moyen du monde dont il fait lui-même partie. Voilà, nous sommes aussi agis par le monde dans lequel nous arrivons. Ainsi, ils peuvent être simultanément engendrés, les mythes eux-mêmes par l'esprit qui les cause, et par les mythes, une image du monde déjà inscrite dans l'architecture de l'esprit. Hein, bon. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça dans Le Cru et le Cuit, page 346. C'est un livre qui date de 1964, donc il y a quand même déjà une certaine longévité. Alors, bon. Au travail de Lévi-Strauss, pour aller dans votre sens,
il y a un philosophe qui s'est aperçu qu'il y avait un souci quand même dans sa combinatoire qui dépasse l'homme. Hein. Et cet homme était comment il s'appelle, cet homme qui est mort là, ce protestant philosophe intéressant, bon, que vous connaissez sans doute. L'idée de la détermination d'un inconscient structuré qui se porte dans l'homme, et dont Ricoeur, voilà, avait relevé le caractère transcendantal. Hein, il avait parlé d'un kantisme sans sujet transcendantal, sorte d'archétype formel, différent de celui de Jung. Parce que Jung, évidemment, il était pasteur. On voit bien comment chacun, qu'il le veuille ou pas, il est quand même marqué par là d'où il vient. Donc, faire fi de sa culture d'origine, même quand on a fait un sacré boulot, c'est toujours très très compliqué. Il faut toujours être vigilant là-dessus. Aux objections de Ricoeur, Lévi-Strauss objecte, comme toujours. C'est un mec, on ne pouvait pas lui fermer la tête, la bouche en tout cas. Aux objections de Ricoeur, il a vécu jusqu'à 100 ans, ça l'a quand même entretenu tout ça. Aux objections de Ricoeur, Lévi-Strauss objecte les lois d'une pensée objective, mais qui garde les caractéristiques d'un inconscient combinatoire. Voilà. Donc, les phénomènes fondamentaux de la vie de l'esprit se situent à l'étage de la pensée inconsciente. L'inconscient serait ainsi le terme médiateur entre moi et autrui. Quand même intéressant. Je veux dire qu'on n'est pas très très loin de d'autres formulations. Hein, si vous remplacez l'inconscient collectif par l'inconscient individuel. Voilà. Ça, c'est dans le cru et le cuit, toujours, page 20. Reprenant l'assertion méthodologique d'une nature sociale de la langue, développée par Saussure, il est convaincu qu'à la racine de la structuration des relations sociales ou des habitudes linguistiques existe une activité inconsciente universelle, égale pour tous les hommes, où les théories que chaque peuple est amené à donner à ses habitudes apparaissent pour d'autres comme des idéologies, bien évidemment. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Quelqu'un qui, dans sa culture, apparaît... à longtemps, on a pensé que c'était des idéologies. Ça a facilité pour les Occidentaux le fait d'envahir beaucoup d'autres contrées. Comme le langage, vous l'avez probablement lu, si vous avez jeté si vous ne l'avez pas fait, faites-le, si vous voulez profiter un peu de ce travail. C'est la préface au travail de Marcel Mauss, ce bouquin qui est quand même fondamental, Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, avec une introduction fort consistante de la part de Lévi-Strauss. Donc voilà ce qu'il dit dans ce travail. Comme le langage, le social, donc vous voyez, le langage et le social, même combat, même enjeu, est une réalité autonome, la même d'ailleurs, donc il est clair, hein, même si on n'a pas voulu l'entendre. Les symboles sont plus réels que ce qu'ils symbolisent, donc le symbolique est primordial. Hein. Le signifiant précède et détermine le signifié. Voilà, préface à Marcel Mauss, page 32. Bouquin qui date de 1950. Alors, voilà. Maintenant, on va quand même cheminer, ça va être plus sympa, quoi. On a déjeuné, donc maintenant, on fait une petite promenade dans la belle nature. Dans l'analyse de l'essai sur le don de Mauss que fait Lévi-Strauss, alors, qu'est-ce qui pousse les Maoris à échanger des dons selon un système rigoureux de réciprocité? C'est une sacrée question, comme ça. Hein. Le haut, dit Mauss, c'est-à-dire l'esprit des choses. Ce que corrige Lévi-Strauss, le haut n'est pas la raison dernière de l'échange. Les hommes ont appréhendé une nécessité inconsciente dont la raison est dans les structures mentales inconscientes qu'on peut atteindre à travers les institutions et mieux encore dans le langage. Donc en fait, il y a une institution sociale, c'est le langage. Hein. Et donc les structures mentales inconscientes, hein, ces fameux... Vous voyez, derrière les structures superficielles, les structures profondes, c'est la structure inconsciente mentale.
C'est très biologique son truc d'ailleurs, hein, finalement. Sa démonstration est convaincante. Si la culture est un processus continu de communication, hein, je ne dis pas le langage, je dis la culture, hein, regardons ce phénomène de culture, le don, comme un système de relations sémiotiques qui signifie l'ensemble des obligations imposées par le don reçu et donné, qui institue un système continu d'échange, lequel établit une forme de communication à l'intérieur du groupe social. Tout don n'est que l'application, c'est-à-dire le message, de ce code de l'échange qui nous permet de comprendre le fonctionnement social du don. Voilà. Cette conclusion scientifique de Lévi-Strauss, qui devient philosophique, elle finit par devenir peut-être plus ou moins métaphysique, si elle devient le seul point de vue possible. En fait, je trouve qu'on pourrait dire ça d'une position méthodologique. Est-ce que tu as une position méthodologique ou est-ce que tu as une position métaphysique? C'est-à-dire, est-ce que tu as un seul point de vue ou est-ce que tu laisses la porte ouverte à une pluralité de points de vue possibles? Un point de vue n'étant que produit par un système de postulats ou à partir desquels on élabore des hypothèses. Voilà. Donc tout ça est très relatif et donc il n'y a pas de vérité métaphysique en soi, si ce n'est en postulant précisément que Dieu est le Fils de l'homme. Pour Eco, c'est dans le passage de la méthode à l'ontologie qu'il y a dégénérescence idéologique de la discipline. Voilà. Très bien. Voilà. Donc la question, c'est la question de la pensée unique. C'est ça que Eco dénonce plus ou moins chez Lévi-Strauss. Une conception dogmatique de la structure rend en effet difficile l'approche des phénomènes nouveaux, n'entrant pas dans la grille structurale. Mais là encore, Lévi-Strauss a des arguments que nous aborderons une autre fois à propos des mythes. Donc quelques mots maintenant, je m'excuse, je vais très très vite, mais c'est comme ça, c'est pour vous mettre en appétit, pour que vous puissiez travailler, et qu'on en reparle. Les universaux du langage. Quelques mots sur les universaux du langage. Ce sont ces constantes qui font que dans chaque langue, on trouve des solutions identiques, en particulier les mécanismes universels de la métaphore et pour Eco de la synesthésie, ce n'est plus la métonymie, qu'il définit comme une expérience subjective dans laquelle les perceptions sont régulièrement accompagnées de sensations. Donc il prend comme exemple une audition colorée. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, pas trop. Voilà. Qui sont liés donc... donc l'idée à retenir, c'est que les universaux du langage sont liés à des racines biologiques et psychologiques communes à tous les hommes. Voilà. Pour Jacobson, la recherche des constantes universelles de la sémiotique est le problème central de la linguistique. C'est d'ailleurs le seul pour lui qui existe. Voilà. La recherche des lois générales de la sémiotique. Alors, maintenant qu'on a quand même affûté notre notion de l'universel, on ne va pas se laisser avoir comme ça. De quels universaux s'agit-il? S'agit-il d'universaux biologiques, d'universaux freudiens, d'universaux kantiens, platoniciens, etc. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se laisser avoir par les universels tels qu'ils nous ont été transmis et qui avaient un caractère métaphysique prononcé. Hein. Le premier grand universel, c'était le christianisme, dont la reduplication a été le marxisme, et que actuellement on commence à sortir effectivement de cette idée de l'universel qui concernerait l'humanité dans sa totalité. Vous savez que pour moi, le marxisme est un produit du catholicisme. Hein. C'est pas plus que ça. Au moment de leur identification, les universaux du langage ne sont pas des structures universelles de l'esprit, mais des faits. C'est vrai, au moment où vous cherchez, vous ne voyez pas ça comme des propriétés universelles. Ceux de la communication sont, par exemple pour Piaget, liés aux structures psychologiques dans leur rapport avec nos fondements biologiques. L'intérêt de la position de Piaget, c'est qu'il revient pas mal sur la notion de structure. Je vous renvoie à un débat qui avait lieu à Royaumont en 1974,
entre justement Chomsky et Piaget. On aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs. Pour lui, la structure, elle est génératrice de transformation continuelle. Donc, on passe sa vie à transformer, et c'est ça qui est structurel. C'est un système de transformation, ce n'est rien de plus que ça. Donc, il n'y a pas d'origine il n'y a pas de structure ultime ou de structure originaire, comme c'est le cas. Alors, voilà. Donc, on arrive en pleine, ça y est. Je pense que je ne sais plus où j'en suis. Revenons sur l'essai sur le don. Dans la critique que fait Lévi-Strauss de l'essai sur le don de Mauss, il me semble que Lévi-Strauss néglige une part de l'apport de Mauss. Mauss établit en effet 2 domaines qui se partagent le social. Le domaine des choses échangeables, les biens, le commerce, aliénables par conséquent, et le domaine exclu de l'échange inaliénable, qui correspondent chacun à différents types de rapports sociaux et à différents moments de production, reproduction de la société. C'est quand même une notion très intéressante, cette idée, et qui ne va pas de soi. Alors, il y a plusieurs choses, quoi. Ce que la critique de Lévi-Strauss concernant le travail de Mauss peut se dire d'un trait, c'est l'échange qui constitue le phénomène primitif de la vie sociale. Ce que Mauss aurait négligé, ce qui me paraît valoir une exploration plus poussée. Ce même mouvement amène Lévi-Strauss à privilégier dans l'explication des faits sociaux le symbolique à l'imaginaire. On l'a compris. Ce qui évacue la théorie du sacré élaborée par Durkheim et Mauss. Voilà. C'est pas le seul. Lacan a reproduit exactement cette question. Et vous savez que pour des gens comme Durkheim ou Mauss, le sacré s'élabore à partir de la catégorie de l'imaginaire. Donc c'est très important. Les marchandises semblent avoir une valeur en elles-mêmes indépendamment du travail dépensé pour les produire. Lévi-Strauss va donc chercher derrière les représentations indigènes, parce qu'à l'époque on parlait comme ça, et les pratiques du don, il va rechercher la structure mentale inconsciente, c'est-à-dire l'inconscient de la pensée. Qu'y a-t-il donc dans cet inconscient des structures mentales ? Et non pas dans l'inconscient du désir, on n'est pas là-dedans. À la source des notions de mana ou de haut, si fréquentes et, pense-t-il, si illusoires. Alors pour lui, voilà comment il pose la question. Les conceptions du type mana, c'est le grand tout le mana, si vous avez voyagé un peu, au moins dans les livres, vous savez, sont si fréquentes et si répandues qu'il convient de se demander si nous ne sommes pas en présence d'une forme de pensée universelle et permanente, qui, loin de caractériser certaines civilisations ou prétendus stades archaïques ou mis-archaïques de l'esprit humain, serait fonction d'une certaine situation de l'esprit en présence des choses, devant nous apparaître chaque fois que cette situation est donnée. Voilà. C'est dit en termes un peu abstraits, mais je trouve que c'est assez lisible. Donc vous avez ça dans l'introduction de Lévi-Strauss au travail de Marcel Mauss. En gros, l'esprit humain se mettrait à produire inconsciemment des catégories, à suivre des itinéraires, tracés une fois pour toutes dans la structure innée de l'esprit humain et dans l'histoire particulière et irréversible des individus et des groupes. Il reprend sous une forme plus élaborée, en faute, la position de quelqu'un comme Chomsky. Voilà. Sauf que pour lui, le postulat biologique est moins évident, mais bon. Donc, l'idée, c'est qu'on on serait inscrit dans des catégories universelles, des itinéraires tracés une fois pour toutes, qui feraient partie de la structure, qui serait la structure innée de l'esprit humain. C'est assez génétique, assez biologique, mais faute de mieux, on a l'impression de dire quelque chose d'intelligent, en fait, on dit qu'on ne sait pas. Voilà. L'être humain échapperait au temps et viderait de tout contenu l'idée que l'humanité a évolué et évolue à travers l'histoire irréversible des sociétés particulières. Donc,
vous avez vu qu'il était parti d'une position marxiste quand il avait 20 ans. À la fin de sa vie, il ne croit plus trop à la notion du sens de l'histoire. Il ne resterait face à face que l'inconscient de l'esprit et les histoires particulières des sociétés et des individus. Voilà, c'est quand même réduit à des structures formelles essentielles. La situation du yo, du mana, est celle de l'esprit devant des choses inconnues, où il se met à produire des signifiants qui ne correspondent à aucun signifié, restant vides de sens, et peuvent recevoir n'importe quel sens dont l'unique fonction est de combler un écart entre le signifiant et le signifié. Vous avez toute la définition lacanienne du signifiant là-dedans et du sujet, qui plus est. C'est toujours pareil, c'est dans l'introduction qu'il fait au travail de Mauss. Voilà. Donc voilà la fonction qu'aurait des signifiants premiers que lui il appelle flottants, voilà. Qui ne renvoient à aucun signifié, mais à d'autres signifiants. La solution de Lévi-Strauss est donc le signifiant flottant, servitude de toute pensée finie philosophique, religieuse, où les explications sont des fausses explications. Et il tombe effectivement un petit peu là-dedans. Les représentations en disent beaucoup sur les hommes qui les pensent, mais ne disent rien de vrai ou de faux sur le monde. C'est peut-être l'idée que vous vouliez exprimer tout à l'heure. Toutes ces représentations collectives, des Polynésiens comme des anciens Germains, ou des Celtes et des Hindous, illustrent la condition humaine où l'homme dispose dès son origine d'une intégralité du signifiant donné comme tel sans être pour autant connu. Il y a toujours inadéquation entre signifié et signifiant. Il y a toujours surplus de signification par rapport au signifié. Par rapport au signifiant, pardon. Il y a toujours, d'ailleurs, c'est bien le drame de l'homme, c'est qu'il est malade de donner du sens à n'importe quoi. Or, quand on est dans la vie sociale, on est obligé de donner du sens, de la signification, mais quand on est face à soi-même et quand on essaie d'être un humain désirant, le sens ne sert à, c'est un peu ce qui nous encombre. C'est même beaucoup ce qui nous encombre. Je pense qu'on appelle sens aussi. Oui, signification, dans le sens signification. Bon, voilà. Donc c'est une idée lévi-straussienne tout à fait discutable, puisque pour lui, il réduit quand même. D'abord, sa thèse fondamentale, c'est l'origine symbolique de la société en tant que moyen de communication, de langage et de contrat passé entre les parties. Donc sa discussion sur le don, l'essai sur le don, l'amène à ça. La société est d'essence échange, langage, parce qu'elle tire son origine d'un contrat. Voilà, d'un contrat, l'échange. Cette idée d'une transformation biologique à la suite de laquelle tout prend un sens n'a pas du tout été validée par la paléoanthropologie. Car même si l'homme de Néandertal accède à la capacité de nomination, d'un coup, c'est ça l'idée de Lévi-Strauss, et c'est là où on ne peut pas suivre, c'est seulement l'aptitude de produire des phonèmes et de les assembler en morphèmes et en mots. Mais produire une langue naturelle n'épuisera jamais pour un être humain la capacité de posséder tous les signifiants. Voilà. Donc je trouve que la notion de symbole qui a à voir avec l'idée de présignifiant, quand on voit ça dans les dessins d'enfants donc, que vous évoquiez l'autre jour, la notion de symbole peut être rapprochée de la notion de présignifiant. C'est ce à partir de quoi peut-être vont se déployer des signifiants. Mais la notion de symbole ou de signifiant à l'état pur est contradictoire. Voilà. Alors, Marcel Mauss avait de bonnes raisons de croire à la valeur explicative des croyances polynésiennes, mais le constat reste qu'avec Lévi-Strauss ou Lacan, s'opère un changement de perspective dans l'analyse des faits sociaux, un déplacement du réel et de l'imaginaire vers le symbolique. Pour cette génération, c'est le symbolique qui domine et qui est premier au regard de l'imaginaire.
D'où d'ailleurs avec Lacan l'idée de fonction paternelle, se divisant en 3 ordres, père réel, père imaginaire et père symbolique, se confondant avec l'ordre du langage et de la loi et inscrivant à la psychanalyse dans la mythologie. C'est ce que j'ai un peu... Enfin, on reviendra plus gourmand parce que je vais en faire la démonstration. Je ne vais pas m'amuser à avoir le culot de lancer des trucs comme ça qui sont quand même graves de conséquences à un auditoire si je n'en explique pas les raisons. Hein. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est là une véritable impasse théorique où aux mythes se pensant entre eux répond le phallus, non seulement à objet du désir, mais signifiant du désir confondu avec le système des envies, celui des hommes comme celui des femmes, qui est un autre paradoxe, et heureusement il s'est trouvé une jante féminine pour quelquefois mettre l'accent sur cette contradiction. Pour dire un truc, on ne voit pas pourquoi est-ce que, par exemple, non, enfin, par exemple, on ne voit pas pourquoi la jouissance des femmes serait fondamentalement différente de celle des hommes, voilà. Sauf avoir un regard très particulier. La formule lévi-straussienne, reprise par Lacan, sans le dire, parce qu'il ne l'a pas dit, mais ça c'est un peu dommage, puisqu'il reprend exactement la même formule. Les symboles sont plus réels que ce qu'ils symbolisent, plus réels donc que l'imaginaire et que le réel, qu'ils représentent, précipitent la pensée dans des cul-de-sac. La pensée mythologique cohabite-t-elle ou pas avec d'autres formes de pensée, si les mythes se pensent eux-mêmes? L'histoire des sociétés est-il le déploiement inconscient et contingent de quelques-unes des possibilités en dormance, dit Godelier, dans les structures profondes de l'esprit humain, c'est-à-dire de notre cerveau? On revient toujours au cerveau dans ces trucs-là. Ouais. Quant au phallus, signifiant du désir, chez Lacan, on assiste à la disparition du rôle actif du féminin dans la production des figures du désir et de l'intimité, féminin irréductible au phallus, et dont on ne peut faire avec Lacan l'avoir plus de jouissance, puisque c'est sa formule chez la femme, parce qu'elle ne serait pas toute sujet. Voilà, quand même, je vous le livre. Que ce soit le fantasme de certains hommes n'est pas discutable. Je dirais simplement, aujourd'hui, pour ne pas rentrer dans le débat, que je trouve que dans une telle perspective, la mer n'est jamais loin. Hein, enfin, la mer, pardon. La mer, oui. M-E-R-E. Oui, n'est jamais, n'est jamais très loin dans cette conception. En se matérialisant dans les rapports sociaux, l'imaginaire devient une part de la réalité sociale, idée intéressante qui a été, je crois, la raison de vivre de Cornelius Castoriadis, notamment, qu'il a développé dans Socialisme et Barbarie, mais plus exactement dans l'institution imaginaire, je crois, de la société, ou un truc comme ça. Donc, le don, le mana, l'esprit des choses sont des créations de l'imaginaire, grâce auxquelles naissent les croyances et avec elles, le sacré et le profane. L'obligation invoquée par Mauss de faire des dons aux dieux, ainsi qu'aux hommes qui représentent les dieux, les sacrifices sont destinés à solliciter la bienveillance de ces esprits ou à les remercier. Voilà. C'est très intéressant de voir quand même que ce n'est pas le hasard qui a fait que le potlach a été inventé. La destruction sacrificielle a précisément pour but d'être une donation qui soit nécessairement rendue, ajoute Marcel Mauss. Donc il avait quand même vu beaucoup de choses, je trouve, ce monsieur. Marcel Mauss ajoute d'ailleurs que les esprits des morts et des dieux sont les véritables propriétaires des choses et des biens du monde. C'est avec eux qu'il était le plus nécessaire d'échanger et le plus dangereux de ne pas échanger. Mais voyons ça même dans notre vie actuelle. On se dit athée, mais qui de nous ne va pas faire un petit tour sur la tombe de ses ancêtres de temps en temps, lors des fêtes, des anniversaires et ces choses-là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Le problème des humains étant, pour dire d'un mot, que au fond, que les morts ou les ancêtres ne reviennent pas. Donc comment s'assurer qu'ils restent là où ils sont? C'est pas rien comme question. Or les dons des hommes aux dieux se réalisent
par des actes d'offrande et par la destruction des choses offertes. Dans le potelage, il y a énormément de destruction. Sacrifier, c'est donc offrir en détruisant ce que l'on offre. C'est marrant ce truc, sacrifier. Et c'est en cela que le sacrifice est une sorte de potelage et que les dons aux dieux, aux esprits de la nature et aux esprits des morts portent au suprême degré l'économie et l'esprit du don. Les dieux sont là pour donner une grande chose à la place d'une petite, en fait. Les humains qui donnent plus qu'on ne... Parce qu'il y a toujours des bénéfices secondaires. Quand on est très généreux avec les dieux ou avec les ancêtres, ça veut dire que, d'une certaine manière, on s'élève un peu au-dessus des autres de notre condition humaine, qui sont quand même des pauvres êtres, quand même. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont un peu petits. Donc ça nous élève au-dessus des autres, et ça nous rapproche des dieux. Plus vous donnez, plus vous élevez. Et plus vous vous élevez. Donc, soyez généreux. La religion s'en est souvenue. Mais pas que. Donner du culte pour ceux qui n'auraient pas été élevés dans ces idées-là. Les donations de toutes sortes, d'ailleurs. Car dans cette société, les dieux et les esprits des morts sont les vrais propriétaires des choses. Voilà. C'est ça qui est aussi intéressant de noter. Les hommes naissent en dette envers eux, envers les dieux et les esprits des morts, puisqu'ils tiennent d'eux leurs conditions d'existence. Cette supériorité des dieux explique sans doute le sens des rapports entre caste et classe. Comment finalement... je donne un exemple. Pour les anciens Égyptiens, comme vous savez, le pharaon était un dieu vivant parmi les hommes. Rien que ça. Né d'un inceste gémellaire entre Isis et Osiris, il est la source unique du Ka, le Ka étant le souffle qui donne existence à tous les êtres vivants. Les Égyptiens croyaient lui devoir donc la vie, la fertilité et l'abondance. Je pensais que ça rend un peu endetté cette affaire. C'est dire l'importance de l'imaginaire nécessaire à la croyance aussi. Lévi-Strauss comme Lacan l'ont occulté au profit du symbolique. Contrairement à ce qu'affirme Lévi-Strauss, alors je fais quand même une mise au point. Quand je me permets d'avoir une position différente de celle de nos grands prédécesseurs, c'est un hommage que je leur rends. C'est parce qu'ils ont existé qu'on en est là où on en est et que ça nous permet à notre tour de remanier, avant que d'autres, après vous, j'espère que vous en ferez partie, remanieront les conneries que nous sommes en train de raconter. Pas les conneries d'ailleurs, les choses incomplètes ou imprécises que nous sommes en train d'élaborer. C'est bien clair entre nous. Donc je ne fais ni anti-lacaniste, ni anti-freudiste, ni anti-straussien. C'est un humain. D'ailleurs, on leur fait l'hommage de partir de leurs travaux pour travailler. Donc c'est quand même un signe de reconnaissance évident. Mais sans le pomper. Parce que pomper, c'est pas une position d'adulte, c'est pas une position d'analyste en tout cas. Contrairement à ce qu'affirme Lévi-Strauss, l'échange des femmes n'est pas un fait universel, par exemple. Il n'est que la forme d'échange matrimonial statistiquement la plus fréquente. De réduire la parenté à l'échange, à la réciprocité, au symbolique, oublie la continuité par définition imaginaire, enracinement dans le temps, dans le sang, dans le sol. Voilà. Donc avec l'âge, on découvre aussi l'importance. Non, vous ne trouvez pas ? Le social est donc double, le social. L'échange, le contrat d'une part, le non contractuel, la transmission de l'autre. Voilà. Qui ne peuvent exister chacun que par rapport à l'autre. Donc il faut à la fois de la transmission et de l'échange pour faire du social. C'est un mode en cela, un mode d'existence spécifique de l'homme qui non seulement ne peut que vivre en société comme les autres animaux sociaux, parce que ce n'est pas le seul, mais doit produire de la société pour vivre, comme l'a excellemment exprimé Godelier. Si le potelage est une forme évoluée, transformée des dons-prestations totales, ça c'est aussi une petite idée intéressante. Cette forme évoluée existe encore chez nous, entre époux par exemple, à moins que le contrat de mariage le spécifie. On fait une donation. Mais avec cette idée intéressante aussi,
que ces prestations totales ont deux formes différentes. Ce sont les collectivités qui s'obligent, que ce soit les personnes morales, on fait des dons à des associations, à des fondations, à des choses comme ça. Personnes morales, les clans, les tribus, les familles. La famille est une entité à qui on donne aussi. Prestation totale, pour le meilleur et pour le pire, comme on sait. Ce qui s'échange n'est pas... Ça, c'est donc la première forme différente, les collectivités qui s'obligent. Deuxième chose, ce qui s'échange n'est pas seulement des biens et des richesses, les biens qui s'échangent, mais ce peut être des politesses, des festins. Regardez la place des repas de famille dans les familles, quand même, ça oblige. Dieu sait si beaucoup de personnes sont ambivalentes vis-à-vis des repas de Noël, mais qui... voilà. Mais ça, voilà, c'est des choses par rapport auxquelles on n'a pas tant de choix que ça. Donc ce qui s'échange, ce n'est pas que des biens et des richesses, mais des politesses, des festins, des rites. Donc le rite, je vous renvoie toujours à l'exposé qu'avait fait Madame Hildefoss, très bien. Je continue un petit peu sa pensée. C'est que si le mythe donne des représentations, le rite l'actualise dans la réalité sociale. Voilà, ce qui est quand même tout à fait fondamental. Là, hein. Donc on ne peut pas vivre sans rite et sans rituel. Parmi d'autres formes de ce qui s'échange, on a cité un certain nombre de choses, on pourrait parler de services comme le service militaire, par exemple, aussi. Hein, le service civil, le truc qui va être créé, là. Des danses, hein, des foires, des marchés, des courtoisies, en un mot. Le phénomène social de l'échange est désigné par Marcel Mauss comme total, hein, vous avez peut-être ça dans la tête, hein, parce qu'en lui se trouvent combinées de nombreuses institutions et pratiques sociales caractéristiques de la société. Voilà. Le don total. Alors, je termine là-dessus. Je suis content parce qu'il est 12:02. Oui, c'est bien. J'ai passé pas mal de trucs et puis j'étais un peu vite, je m'en excuse. Mais ça fait rien. Soyez, oui. Retenons une petite idée de cette notion de structure, c'est que la structure n'est pas une architecture, en quelque sorte, n'est pas l'échafaudage de quelque chose de fixe une fois pour toutes. Hein. C'est une structure hystérique, structure psychotique, et structure perverse, structure mixte, etc. Structure mixte, une belle ignorance, ça aussi, les états limites. Bon, mais c'est un résultat. Donc une structure, il n'y a rien de plus évolutif, plastique, mentalement et psychiquement qu'une structure. Voilà. Je vous remercie. Ouf. On ne sait jamais si on va être capable de...